On ne saura probablement jamais pourquoi Faridouzan a fini sa vie recroquevillé dans une valise, jeté à la mer, avec 2 crevettes. Il était en un seul morceau, avec des entraves au niveau des poignets, des cuisses et des jambes. Ce qui était étonnant, c'était cette espèce de masque facial qui entourait tout le visage, du front au menton, de façon complètement hermétique, en couche épaisse. L'autre particularité de cette affaire, c'est l'obstination d'une juge et d'une équipe d'enquêteurs bretons qui vont tout mettre en œuvre pour identifier le cadavre de leur valise et remonter jusqu'au criminel. On a dû faire une 50aine de pochons de sable scellés sur les différentes plages. J'ordonne également une expertise des animaux marins qui ont été retrouvés dans la valise. Ils ont questionné, comparé, interrogé des côtes bretonnes jusqu'au fin fond de la Chine, en passant par un Tour de France. Un indice en main, une clé, la clé de l'énigme. Celle qui va conduire des gendarmes bretons dans le quartier le plus chaud de la capitale, Pigalle, où nagent aussi quelques maquereaux et de drôles de crevettes. La mer est belle ce 13 juillet 2011 dans la baie de l'Orient. Mayday, Crossetel, du voilier arc-en-ciel. Crossetel, du voilier arc-en-ciel. Vous me recevez ? Il est midi, les hommes de la brigade maritime s'apprêtent à déjeuner quand le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, appelle. C'est un Mayday, un appel au secours émis sur le canal 16 par 2 plaisanciers qui naviguent dans la rade. Ils sont en direction de l'île de Groix. Ils vont remarquer un objet flottant entre 2 eaux, ils ne savent pas trop ce que c'est. Ils pensent peut-être à une caisse à poissons perdue par un professionnel. Et c'est quand ils vont gaffer dessus pour essayer de l'écarter de la coque, pour éviter de rentrer en collision, qu'ils vont s'apercevoir que c'est une valise. Une valise tellement lourde que les plaisanciers n'arrivent pas à la hisser à bord. Ils vont décider de découper un peu, faire un trou avec un couteau pour faire échapper l'eau. En pratiquant cette incision dans la valise, il y a un pied humain qui va sortir. Tout de suite, c'est un moment de panique. Et le premier réflexe, c'est de lancer un Mayday pour appeler le CROSS de surveillance et leur signaler la découverte. Quand la brigade maritime arrive à leur hauteur, les plaisanciers sont encore sous le choc. C'est une valise qui est plutôt d'une grande capacité. Il y a plusieurs éléments qui sont ficelés autour. Il y a du boot, il y a des haltères, et elle est fermée à clé par une fermeture éclair. Les gendarmes la portent tout de suite sur la base des fusiliers marins de l'Orient, où elle est confiée aux techniciens en identification criminelle. 80 cm sur 55 de large et 30 de profondeur, c'est la taille de la valise. On n'est pas habitué à ce genre de découverte. Qu'est-ce qu'on va trouver et dans quel état? D'ordinaire, les TIC commencent l'examen d'un cadavre sur place, mais cette fois pas question de perdre le moindre élément. La valise est envoyée, telle qu'elle, à la morgue de l'Orient. J'arrive dans la salle et là, j'ai la surprise de découvrir des gendarmes, un juge d'instruction, des magistrats, bref, une effervescence un peu inhabituelle. Et là, sur la table d'examen, une valise noire découpée sur un coin où on pouvait apercevoir un pied humain, un pied nu. Les techniciens peuvent maintenant ouvrir très délicatement la valise. Et là, on découvre un homme en position fétale, non découpé, parce que beaucoup de gens s'imaginaient qu'il était découpé, et non, pas du tout, il était en un seul morceau, avec des entraves au niveau des poignets, des cuisses et des jambes. On est resté un peu sans voix pendant quelques secondes. Et ce qui était surtout étonnant, c'était cette espèce de masque facial qui enserrait le visage et la tête du menton au front, mais de façon complètement hermétique, en couche épaisse, réalisée avec un ruban adhésif utilisé par les peintres pour protéger lors des travaux de peinture. Il est habillé
avec un blouson noir, un t-shirt rouge qui était déchiré au niveau du col, un jean noir et pas de chaussettes, pas de chaussures. Aucune pièce d'identité dans le blouson. Cependant, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'était la présence d'un trousseau de clés dans la poche arrière droite du jean. Il s'agissait de clés Vachette, de la marque Vachette, numérotées, des clés de sécurité. J'avais la même pour mon bureau à l'hôpital, en fait. Pas de carte bleue, pas de téléphone, pas de passeport. La valise ne contient rien d'autre que le corps. Un type à la mode, avec un corps soigné, pas le profil d'un marginal. Il est mince, relativement athlétique, rasé sur l'ensemble du corps, le torse, le pubis, les membres. Il était circoncis, les cheveux noirs, soyeux, 1,79 m et 70 kg. C'est le moment de découper le masque qui momifie le visage. On le décolle délicatement et là, on découvre un visage déformé, avec un nez complètement écrasé, rabattu sur la droite. Les yeux sont un peu globuleux et il n'y a pas de lividité au niveau du visage. Le visage, il est rose, la peau est assez propre. Il n'y a que les mains qui sont un peu humidifiées, donc les empreintes, on sait déjà que ça va être difficile à les relever. Il avait un état dentaire exceptionnel. Les 32 dents étaient présentes, sans aucune lésion, sans aucune carie. Donc, l'impression générale était orientée vers un homme jeune, plutôt 25-30 ans. Quant à la cause du décès, difficile de se prononcer vu l'état de putréfaction du cadavre. On arrive quand même à distinguer la présence de plusieurs lésions traumatiques. On a des lésions de prise, des lésions de défense, celles qui sont situées notamment au niveau des avant-bras, comme une victime qui veut parer des coups. On n'a pas d'éléments traumatiques au niveau du cou, au niveau du larynx. On distingue une ecchymose au niveau de la région frontale droite du crâne. Bref, on a une ambiance un peu de heurt, récent. Elle n'explique pas d'emblée le décès, mais nous fait d'emblée évoquer au magistrat la pluralité d'auteurs. Dans leur rapport, les légistes privilégient l'hypothèse d'une asphyxie par suffocation, à cause de l'adhésif qui emmaillotait le visage. La procureure de Lorient ouvre une information judiciaire pour arrestation, enlèvement, séquestration suivie de mort et assassinat. Mais pour remonter jusqu'à l'assassin, ça serait quand même pas mal d'identifier la victime. Que disent les empreintes digitales ? Alors ça ne dit rien, Christophe, parce que le corps a séjourné trop longtemps dans de l'eau de mer. Donc la juge décide en urgence de prendre les mains et de les envoyer à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Qui peut faire quoi ? Qui peut faire une restructuration des mains. En fait, les empreintes digitales qu'on voit à la surface de notre peau, elles viennent de bien plus profond. Elles viennent de l'épiderme, en dessous du derme et en dessous de l'hypoderme. En fait, on est comme les reptiles, Christophe. Si on enlève la première peau, eh bien les stries restent inscrites dans la mémoire de la chair. Et c'est ce que vont faire les gendarmes. Ils vont aller chercher au plus profond et ils vont refaire les empreintes digitales de la victime. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les gendarmes. Est-ce que l'empreinte est dans le FAED ? Alors, le fichier automatisé des empreintes digitales, eh bien, cette personne n'est pas connue au FAED. Et du côté de l'état civil, on peut la retrouver, cette empreinte, dans les passeports, les cartes d'identité ? L'état civil, on ne peut pas le savoir parce que ce fichier de l'état civil, les enquêteurs, les gendarmes n'y ont pas accès. Donc, rien du côté du FAED, ça veut dire que l'inconnu de la valise n'a aucun passé judiciaire. Rien non plus du côté du FNAEG ? Alors, le FNAEG, Fichier national automatisé des empreintes génétiques, non, là encore, cette personne n'est pas connue au FNAEG et ceux qui l'ont enfermé dans cette valise n'ont laissé aucune empreinte. 10 jours après la découverte de la valise, le Télégramme affiche son pessimisme. L'enquête s'annonce difficile. Tout le monde pensait qu'au bout de quelques jours, cette personne, la victime, manquerait à quelqu'un qui ne manquerait pas de le signaler dans ce commissariat ou dans une gendarmerie. Ça n'a pas été le cas.
11 gendarmes de la brigade maritime de Lorient travaillent à temps plein sur ce qui est devenu le dossier Valise 56. Valise parce que c'est la valise, c'est plus joli que donner cadavre. Et 56, c'est le Morbihan. Donc Valise 56 sera le nom de ralliement de tous les enquêteurs sur cette cellule. Tous les services de police et de gendarmerie du pays sont alertés. Et sur place, la cellule Valise 56 ne chôme pas. On va interroger toutes les entreprises lorientaises dans le milieu du tourisme maritime, dans le milieu de la pêche professionnelle. On va aussi s'intéresser aux navires de commerce qui ont pu faire escale à Lorient à ce moment-là. S'interroger au niveau de l'équipage si quelqu'un a été débarqué ou pas, ou si quelqu'un a manqué à l'appel une fois que le bateau a appareillé. On a fait du porte-à-porte, on a listé sur Internet tous les hôtels, toutes les agences immobilières de la région, et puis on cochait. Et donc tous les matins, on partait avec notre calepin, et puis il s'agissait de pas en rater un, quoi. Déserteurs, fugitifs, malades mentaux en cavale, étrangers en situation irrégulière, demandeurs de titres de séjour. Toutes les pistes sont explorées, dans toute la région. On n'a rien, ça fait 4 semaines qu'on cherche et on n'a toujours rien. Donc il va falloir peaufiner un peu nos critères de recherche. Et là, on s'intéresse à réévaluer la fourchette d'âge exacte de notre cadavre. 25-30 ans, dit les légistes, mais après un nouvel examen, la victime vieillit un peu. Le professeur va nous donner une fourchette d'âge plus entre 45 et 55, donc un peu plus vieux que ce qui avait été estimé au départ sur l'examen de corps, l'autopsie. Très vite, on en vient, compte tenu de la difficulté du dossier, à ordonner d'autres expertises qui sont moins courantes. J'ordonne notamment une expertise de comparaison de sable. C'est-à-dire que le sable qui est prélevé à la fois dans la valise et à la fois dans le bout qui entoure la valise est comparé avec du sable prélevé tout au long du littoral, tout au long de la côte. On a dû faire une cinquantaine de pochons de sable scellés sur les différentes plages et notre expert va pouvoir déterminer que le sable qui est contenu sur le bout de pêche de la valise a des similitudes profondes avec le sable qu'on va retrouver sur l'Armor Plage. L'Armor Plage, sur la baie de Lorient. La valise n'a donc pas dérivé depuis le grand large. J'ordonne également une expertise des animaux marins qui ont été retrouvés dans la valise, notamment des puces de mer. 2 minuscules créatures marines qui donnent lieu à un rapport d'experts d'une dizaine de pages. L'individu numéro 1 appartient à l'espèce des Gamaropsis maculata. Le numéro 2 à celle des Amphitoeramondi. Le rapport stipule que la distribution de cette espèce est particulièrement vaste. Mais il livre tout de même une information intéressante pour un gendarme. Vu la taille des bestioles, la valise a passé au moins 3 semaines dans l'eau. C'est-à-dire qu'on n'est plus à rechercher un assassinat ou un meurtre qui aurait eu lieu entre le 10 et le 11 juillet, mais on sait déjà qu'il faut s'orienter sur la mi-juin ou la fin juin 2011. Le sable a parlé, les puces de mer ont parfaitement collaboré, mais au bout de 8 mois, les gendarmes n'ont toujours pas de nom à accrocher à leur valise. Bien évidemment, nous sommes tous conscients que toutes ces recherches ont un coût. Et on s'est dit qu'un jour, il faudra mettre fin aux investigations. Ce sera un cold case comme il en arrive d'autres, quoi. On finit par se dire, enfin, le juge d'instruction finit par se dire, mais on va pas y arriver dans cette enquête. On va même pas identifier la victime. C'est quand même la première fois que ça m'arrive. C'est pour ça que voilà, je me dis à chaque fois qu'il y a une porte qui se ferme, je me dis on a encore une piste d'enquête, on a encore une piste d'enquête, on a encore une piste d'enquête. Dominique, malgré l'ampleur du travail fourni par la cellule Valise 56, l'enquête ne donne rien. Et j'imagine qu'après plusieurs semaines passées dans l'océan, le visage ne doit plus ressembler à grand-chose. Alors Christophe, la photo de la victime, après le retrait des bandes adhésives, elle est
insupportable à regarder. Et j'en ai vu. Ça veut dire qu'on peut la présenter ni aux témoins, ni à la presse. C'est inenvisageable. Alors les gendarmes, de leur côté, vont essayer, tant bien que mal, de réaliser un portrait robot, mais le résultat est tellement désastreux qu'ils sont obligés une nouvelle fois de faire appel à l'IRCGN. Et là-bas, Christophe, il y a des techniciens qui sont capables, à partir d'un visage, même en état de décomposition très avancé, de faire une restauration faciale. Alors c'est un travail fastidieux, très long, avec des outils numériques qui ont permis de reconstituer, c'est vraiment bluffant, le visage de la victime en 3 dimensions. Ah oui, c'est incroyable, parce que vu d'où ils sont partis... Ouais. Et quand les gendarmes enquêteurs ont ce portrait robot, ils se disent, mais non d'une pipe, c'est un Turc ou un Kurde, parce que dans la région de l'Orient, il y a une grande communauté turque et kurde. Alors ils vont demander aux bailleurs sociaux, qui vont leur donner 450 dossiers de personnes qui habitent dans des HLM, turcs ou kurdes. On va vérifier à chaque fois. Ils vont vérifier auprès de 251 établissements de la région, des restaurants, des cafés, des kebabs, des salles de sport, des agences d'intérim. Pour montrer ce portrait robot, personne ne connaît l'inconnu de la valise. Et donc, la dernière chance, c'est quoi? La presse? Ouais. Et en mars 2012, la juge d'instruction autorise les gendarmes à communiquer cette photo aux journalistes. 8 mois après la découverte de la valise. Un homme brun, de type méditerranéen, d'1,79 m, corpulence moyenne. Après 8 mois, la gendarmerie maritime a donc décidé de lancer un appel à témoins en montrant les effets personnels de la victime. Cette ceinture Dolce & Gabbana et cette clé retrouvée sur le corps pourraient bien rappeler quelque chose à quelqu'un. On espère qu'on va recevoir un appel téléphonique pour nous dire, ah voilà, mais attendez, moi je connais ce monsieur, je connais ces clés-là, je connais cette ceinture. Voilà, on essaie de provoquer la chance. C'est vrai que cette ceinture était peu classique, on va dire, de par le fait qu'elle soit en patchwork et que ce soit une ceinture de marque. Et puis par ailleurs, on avait cette clé qui n'était pas une clé non plus de grande série. Une clé, une ceinture, 3 haltères, un blouson, un caleçon, des mètres de cordage, une médaille et 2 puces de mer, dirait le poète. C'est sur cet inventaire à la Prévert que le chef d'enquête demande à ses hommes de travailler. Qui a vendu ces objets? Qui les a achetés? La valise, fabriquée en Chine. Traçabilité impossible. Le blouson, le jean, la ceinture, ils se vendent par millions. Les cordages? La société italienne veut bien fournir sa liste de détaillants, mais elle prévient. Dans le Morbihan, ils sont déjà 466. Reste un dernier espoir, la clé vachette CDA 3M8PL. Une clé relativement rare. Là, on se rapproche du fabricant qui nous apprend que c'était une clé haut de gamme pour monter sur une serrure haut de gamme, mais il y avait une norme particulière qui lui interdisait toute traçabilité. Le fabricant était incapable de nous dire que cette clé avait été vendue ou montée sur telle ou telle porte en France. Il va interroger la production et on va savoir que cette clé, elle est produite en novembre 2009, qu'elle a été produite à 399 exemplaires. Donc ça veut dire que notre clé à nous va ouvrir une serrure sur les 399. Il faut trouver laquelle. Et c'est parti pour un tour de France. Pendant des mois, la cellule Valise 56 sillonne le pays. Dans la poche, la liste des 54 grossistes et des détaillants qui vendent ces serrures. Autant parfois dans la matinée, on arrivait à trouver 2 serrures, autant des fois sur une semaine, on arrivait à en faire qu'une, quoi. Donc on va chercher partout, mais pour l'instant, à chaque fois, on fait chou blanc. Mais j'ai eu la chance d'avoir des enquêteurs qui y croyaient, et j'ai une réputation d'être tenace, donc on y allait, quoi. On va au bout du bout. Et ça paye. Après 16 mois de recherche, le 21 novembre 2012, l'adjudant Mazier débarque chez un serrurier du Pré Saint-Gervais en banlieue parisienne. Le 144e artisan de la liste. Je
Je me présente donc selon la méthode que j'avais bien rodée en disant que j'avais un cadavre dans une valise et il allait peut-être pouvoir m'aider. Et là, je capte son attention, bien évidemment. Et le serrurier me dit, c'est marrant votre histoire là. Il dit, j'ai changé une serrure il y a quelques semaines sur un appartement à la demande du bailleur. Et la personne, c'est un type d'une 50aine d'années qui n'a pas donné de nouvelles depuis 18 mois. Et là, il me demande si c'est une serrure Vachette, et je lui dis oui, c'est une serrure Vachette. Ah. Là, c'est la première fois quand même qu'on a un élément. Et quand je lui ai dit, en plus, il y avait une deuxième clé sur cette serrure, et c'est là qu'il a dû comprendre que j'avais la bonne serrure qu'il recherchait, quoi. Et effectivement, sur le trousseau de clés, on avait une clé d'une petite serrure de la marque Keizo. Bon, voilà, c'était de mieux en mieux. Là, il me dit, vous avez de la chance, j'ai gardé l'épave de la serrure. Comme ça faisait pas longtemps qu'on avait changé la serrure pour notre syndic, on avait la serrure encore en atelier chez nous. J'appelle Robert, j'appelle le directeur d'enquête, et je lui dis, écoute, ça y est, je crois qu'on le tient, je crois qu'on l'a. On a la serrure, j'ai l'adresse, viens bien vite. On va voir si la clé rentre dans la serrure, hein, tout bonnement, quoi. On entend des cliquetis, et les cliquetis, ça veut dire que la première sécurité s'efface, la deuxième sécurité s'efface, et à la troisième sécurité qui est effacée, le pen va sortir. Et donc effectivement, on a bien la clé qui fait fonctionner cette serrure, ce barillet. J'ai dit champagne, Bob. C'est un moment de soulagement, d'étonnement aussi, parce qu'on a eu ce coup de chance qui nous manquait depuis le début du dossier, c'est-à-dire que l'enquêteur serait arrivé un mois plus tôt, la serrure n'avait pas encore été changée et donc il n'aurait pas pu nous aider. Et on serait arrivé un mois plus tard, la serrure était jetée à la déchetterie. Donc là, on a eu ce petit moment de chance qui fait que toute l'enquête a basculé. Les gendarmes tiennent enfin une piste sérieuse. L'enquête quitte les côtes bretonnes pour les quartiers chauds de Paris, où les gendarmes ne vont pas s'ennuyer. Le serrurier explique qu'il est intervenu à la demande d'un administrateur de biens. Il va nous dire que l'occupant de cet appartement, c'est M. Farid Ouzane. Et dans son dossier, lui, il a une copie de sa pièce d'identité. Farid Ouzane. 18 mois d'enquête. Et enfin, un nom. Et tout de suite, il va nous dire que, par contre, les loyers sont toujours payés. Étrange. Le voyage de Farid Ouzane a pris fin il y a un peu plus d'un an et quelqu'un continue de payer le loyer. Mais qui? Pourquoi? La juge ordonne aussitôt la perquisition de son appartement, rue Boissy d'Anglars. La porte blindée est celle d'un minuscule studio au 4e étage. Ce qui est surprenant, c'est que le contenu de l'appartement ne correspond pas à la valeur de la serrure qui est posée sur cette porte. C'est un peu troublant parce que les serruriers nous expliquent bien que ces serrures Vachette, ça peut aller jusqu'à 2500 €. Là, on a un appartement meublé chichement avec des meubles de moindre qualité. Nous, on s'attendait à un appartement haussmannien, et là, on n'y était pas du tout, quoi. On était une vulgaire garçonnière ou chambre de bonne, mais minable. Les gendarmes passent le studio au peigne fin et c'est vite fait. 15 mètres carrés sur cour, un lit, un grand écran de télé, une commode, quelques étagères, des produits de beauté, une kitchenette. Manifestement, il n'avait pas de vie. Il n'y a pas de lettres de famille, de carte d'anniversaire, de quoi que ce soit. On ne trouve rien dans l'appartement qui va nous rapprocher à une vie sociale. Donc il existe pour personne, et en tout cas, il manque à personne. Les gendarmes vont voir la gardienne sans lui parler de la valise. Le blindage de la serrure, elle aussi a trouvé ça bizarre pour un studio. Quant à Farid Ouzane, elle le connaît, mais sous un autre nom. Elle l'appelle Michael. C'est quelqu'un qui reste en survêtement, en polo, ensuite. Elle n'a pas l'impression qu'il travaille parce qu'elle le repère souvent en train de prendre son café et croissant à la petite brasserie du coin. La concierge parle aussi d'une certaine Sabrina, une femme qui montait régulièrement au studio. Toujours, disons, courtement vêtue.
Elle nous parle d'un tatouage qu'elle a repéré dans le dos de cette jeune fille, une vague qui est juste au creux des reins, à la limite des fesses, quoi. Bavarde, la gardienne, qui s'étonne aussi de ne plus voir Farid Ouzane depuis un bon moment. D'habitude, il la prévient quand il s'absente. Elle a essayé de l'appeler sur son portable, ça répondait jamais. Et là, depuis quelque temps, même le téléphone ne répond plus, quoi. D'après l'état civil, Farid Ouzane est d'origine algérienne. Il avait 56 ans à sa mort, profession, agent d'entretien dans un salon de massage, rue Moncey. À Pigalle, quoi. Il a fait une demande de RSA, mais la surprise est ailleurs. Cet homme continue à avoir une existence administrative puisque son assurance est réglée par chèque à son nom, puisque ses loyers sont payés par chèque à son nom. Plusieurs mois après le moment où son corps est découvert dans la valise, ça veut dire concrètement que quelqu'un a connaissance de sa disparition, mais n'a pas intérêt à ce que sa disparition soit découverte. Pigalle, c'est donc la direction que prennent les gendarmes bretons, qui vont planquer un peu devant le fameux salon de massage. La vitrine est plutôt médiocre. Par contre, il y a des rideaux. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a aucun signe distinctif. Il n'y a pas d'enseigne. On se rend compte qu'il y a pas mal d'activités. On a très vite compris qu'en fait, c'était un lieu dans lequel les filles s'adonnaient à la prostitution. C'est une grosse découverte pour nous, hein. Nous, on arrive de notre Bretagne où, même si on est clairvoyant, on se rend compte qu'il y a une activité ici qui n'est pas tout à fait légale et que Michael, l'agent d'entretien, a peut-être un autre rôle dans ce salon que réellement agent d'entretien. Et tout à coup, surprise. Sur une fermeture, en baissant le rideau métallique, il y a une des jeunes filles qui va présenter un tatouage dans le bas du dos qui correspond à la description faite par la concierge. La vague au bas des reins. Sabrina? Elle est donc là aussi. Ce serait intéressant de savoir ce qu'elle sait au sujet de la disparition de Farid Ouzane. Mais avant de se lancer, les gendarmes bretons, un peu perdus dans ce milieu interlope de Pigalle, vont se rencarder. Direction la BRP, la brigade de répression du proxénétisme, la mondaine, comme on disait à l'époque. On va rencontrer le patron directement, et quand on va lui parler de Farid Ouzane, sa réponse va être « Ah, vous avez trouvé Michael, qu'est-ce qu'il devient ?» Là, on est très surpris, parce que déjà, il l'appelle Michael. On lui dit « Bah oui, mais il va falloir nous expliquer un peu plus, parce que nous, Michael, c'est Farid Ouzane, mais il est mort depuis juillet 2011. » Ça alors, les gendarmes ne s'y attendaient pas, ni les flics du reste. Farid Ouzane était non seulement un proxénète, mais aussi un indique. Les policiers l'attendaient même avec sa petite enveloppe, 3 000 €. Farid avait monté une société, en fait c'était un salon de massage. Et dedans il avait une femme qui faisait des massages entre guillemets. Donc il voulait que je couvre entre guillemets les activités de la jeune femme. Donc donnant bien sûr. Et il me promettait de me donner des affaires, des belles affaires. Et effectivement, comme le courant est passé bien sûr, d'entrée il m'a donné une affaire. Donc il est devenu informateur de la BRP, tout simplement. Il avait d'abord une fille, Sabrina, et au bout d'un certain temps, il m'a demandé s'il pouvait en mettre une deuxième. Ça se justifiait parce qu'une fille seule dans un établissement, ça peut être dangereux. Parce qu'il y a tellement de gens un peu dérangés qu'il y avait un risque pour elle. Donc j'ai accepté qu'il y en ait une deuxième. Plus tard, il m'a demandé pour une troisième. Là, j'ai refusé parce que d'abord, c'était très certainement trop voyant. Donc j'ai préféré que ça ne se fasse pas. Voilà. Voilà pourquoi Farid Ouzane ne figurait sur aucun fichier. Il renseignait les flics sur les réseaux de prostitution parisiens en jouant le client dans des salons de massage de Pigalle. Et au dire des policiers, l'indique était très efficace. Non mais la brigade de répression du proxénétisme qui fait des ressources humaines, c'est lunaire, Dominique. Lunaire. Ce donnant-donnant entre les flics et leurs indiques, d'abord, est-ce que c'est légal ? Mais c'était la police d'avant. La brigade de répression du proxénétisme, comme les stupes d'ailleurs, retournait les mecs. On prenait un type, tiens, tu me files ça, et moi en échange, je t'arrange telle affaire. Et souvent même, les indiques étaient rémunérés avec des enveloppes. Et c'est comme ça
que ça se passait dans le salon de massage de la rue Moncey. Farid Ouzane, eh bien, en échange des infos qu'il filait à la police, il y avait des tolérances. Donc, ce sont des policiers qui ont bien recruté Farid Ouzane. Le plus souvent, ça se passe de la façon suivante. On arrête un mec, on le laisse sortir, on lui dit maintenant, tu vas nous filer des infos. Pour Farid Ouzane, ça s'est passé différemment. C'est lui qui vient voir les policiers. Et les gars de la BRP vont le raconter à la juge. Ils vont lui dire, il est venu nous voir et voilà l'histoire. À l'époque, Farid Ouzane, il est maqué avec une fille qui s'appelle Baya. Ils ont monté un salon de massage. Mais Baya, elle ne couche pas. C'est une dominatrice. Alors il faut engager une fille qui va faire le job. Donc on va chercher Sabrina, qui va être la prostituée du salon de massage. Mais Farid tombe amoureux de Sabrina. Et inversement. Et Baya est écartée. Baya, elle va monter son salon de massage. Et qu'est-ce que vient faire Farid Ouzane? Il vient balancer Baya pour faire fermer son salon de massage parce que ça lui fait de la concurrence. Il en a donné beaucoup des affaires, Ouzane, aux policiers? Et il a donné des grosses affaires. Il leur a donné une affaire d'un salon de massage fréquenté par des footballeurs. C'est lui qui balance l'affaire Zaya au proxénétisme. On en avait beaucoup parlé parce que plusieurs joueurs de l'équipe de France avaient été impliqués dans cette affaire. Il va aussi donner un personnage important dans le milieu des salons de massage parisiens qui s'appelle Henri Bottet. Donc, gros palmarès, en fait. Et on pense du coup tout de suite à un règlement de compte, peut-être à une vengeance dans le milieu? Ben oui, on pense à ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que quand les gars de la BRP sont entendus par la juge, ils lui expliquent que cet indique-là, ils l'ont super protégé. C'est impossible que ça ait fuité. Et puis, franchement, si les gars du milieu s'étaient occupés de Farid Ouzane, on n'aurait jamais retrouvé son corps. Et encore moins plié dans une valise jetée à la mer à 500 km de Pigalle. Les gendarmes retrouvent vite Baya, la première associée d'Ouzane. Et elle n'est pas tendre. Violent, manipulateur, toujours aux aguets, l'homme menait une existence cloisonnée. Il vivait chichement en France et royalement au Maroc. Elle explique que Farid Ouzane avait plusieurs comptes à l'étranger, toujours alimentés en espèces. C'est elle qui se chargeait du transport de fonds. Elle va nous parler de sommes assez astronomiques, on reste un peu scotché parce qu'elle va nous parler de 80 000 euros, elle va nous parler de 500 000 euros, et toujours en coupure de billets de 500, qu'elle dissimule sur elle, dans ses bottes, dans sa ceinture, qu'elle se scotche sur elle. Et elle va nous expliquer que Sabrina va arriver dans ce salon, et c'est elle qui va être la porteuse de cet argent jusqu'au Luxembourg. Elle ramenait nettement plus d'argent que moi, il l'appelait sa poule aux œufs d'or. En fait, le locataire du studio miteux de la rue Boissy d'Anglas, éligible au RSA, était assis sur un matelas de près de 4 millions d'euros, placé à l'étranger. Il avait un appartement très luxueux à Agadir, il avait des montres de luxe, il avait des voitures de luxe et surtout, il avait des comptes en banque très fournis, à la fois au Maroc et au Luxembourg. Un coffre-fort, l'homme à la valise. Reste à savoir si Sabrina aurait pu se débarrasser de son Mac pour ne plus avoir à lui verser sa part. Le proxénète était-il devenu trop gourmand? On s'intéresse à Sabrina puisque c'est la gérante du salon au moment où nous, on identifie le cadavre, c'est-à-dire 2 ans après les faits. Et là, on s'aperçoit qu'à partir du mois d'août 2011, soit 2 mois après la découverte du cadavre, des espèces sont versées sur le compte du salon et dans des proportions très importantes. En étudiant les comptes de la société, les gendarmes découvrent aussi qu'en juin 2011, le salon employait une autre femme. Une fille dont le nom sent la Bretagne. Et comme par hasard, elle est partie à la fin de l'été, juste après la découverte de la valise. Les enquêteurs vont aller interroger tous les gens du quartier, notamment les commerçants, qui indiquent qu'effectivement, il y avait une jeune femme qui travaillait auparavant et qui était surnommée la Bretonne. Ça fait tilt quand on apprend qu'il y a une Bretonne qui travaille dans le salon, sachant que la valise a été immergée au large de l'Orient. Dans le métier, les filles travaillent habituellement avec un pseudo. La Bretonne se faisait appeler Claudia. Les enquêteurs la localisent rapidement. Elle est serveuse dans un bar porte de Saint-Cloud. Sabrina et Claudia.
Les 2 filles sont maintenant dans le viseur. Mais la juge n'a rien. Alors, le 22 novembre 2012, elle les place sur écoute. On arrive 2 ans après les faits. Elles se sont séparées puisque Claudia a quitté le salon dès l'été 2011, c'est-à-dire juste après la découverte de la valise. Et donc, elles n'ont plus du tout de relation entre elles. Quand on écoute Sabrina, elle nous donne l'impression d'une jeune femme très gentille, qui a des amis masculins, féminins, qui est très proche, par exemple, de ses sœurs. À aucun moment, il n'est fait mention de Farid Ouzane. Les gens qui l'appellent ne parlent jamais de Farid Ouzane. Claudia, elle a complètement changé d'activité et de vie. Elle ne parle plus de son passé. Et donc, on n'a rien qui nous ramène au fait de 2011. Elle échange beaucoup avec son père. Et on va se rendre compte qu'elle est même à 2 doigts de rentrer en école de police. Parce qu'elle a réussi le concours. Dans la police, ben voyons. Les écoutes durent 6 mois. Et pendant ce temps-là, les enquêteurs fouillent discrètement la vie de leurs 2 suspects. Sabrina a grandi au Mureau, une cité de la région parisienne. C'est une jeune fille issue d'une famille nombreuse, musulmane, parfaitement bien intégrée, qui, au moment des faits, avait 27 ans et présentait un casier judiciaire parfaitement vierge. 3e enfant d'une fratrie de 6, Sabrina a vécu une adolescence difficile, ponctuée de fugues et de placements. Les éducateurs la décrivent comme une fille insolente, indocile. Dans la cité, on parle d'une fille facile, qui n'avait qu'une ambition, quitter les Mureaux à n'importe quel prix. Cette jeune fille, comme beaucoup de jeunes filles de la banlieue parisienne, rêvait de franchir le périphérique, rêvait de Paris. Et alors qu'elle a tout juste 18 ans, elle va rencontrer un homme, Farid Ouzane, et elle va travailler pour lui dans ce salon de massage. Et au fil du temps, va se nouer une relation non seulement professionnelle, mais également une relation affective entre eux. Très vite, Sabrina s'impose. En 2003, Farid Ouzane lui confie la gérance du salon, tandis que lui vit entre Paris et Agadir. La jeune Sabrina fait preuve d'un vrai talent dans les affaires. Et la petite entreprise ne connaît pas la crise. Mais en 2008, Sabrina souffre du dos. Farid Ouzane décide alors d'embaucher, et c'est comme ça que Claudia débarque. 21 ans et un physique à la Bardot. Claudia est une très très jolie fille, une fille sensible, intelligente. Elle a fait du théâtre à l'école et elle rêve sans doute de faire du théâtre à Paris. Et elle va faire pas mal de petits boulots, d'hôtesse d'accueil, d'employés qui ne sont pas très rémunérateurs. Elle se rend compte que la vie parisienne est chère pour se loger, pour vivre tout simplement au quotidien. Et elle va vivre une relation amoureuse très forte avec un musicien de renom. Cette relation est rompue et c'est là, je pense, qu'il y a un point de bascule avec chez Claudia l'idée que, après tout, elle ne vaut rien. Et elle en restera assez amère. Elle a plus de travail. Elle a commencé à avoir des dettes. Et donc, elle va regarder les annonces et elle va trouver l'annonce passée par un salon de massage à Pigalle, rue Moncey. Claudia est prête à tout pour sortir de la mouise. Mais Sabrina se méfie. Elle la trouve trop fragile, trop timide, différente en fait. Elle ne voit vraiment pas ce que cette petite Bretonne de 3 ans, sa cadette bachelière, cultivée et paumée, vient faire dans son monde. Mais Michael insiste. Sabrina finit par l'embaucher. Claudia, elle est tout de suite impressionnée par l'énergie que dégage Sabrina, par sa force mentale et peut-être par son charme physique.
Sabrina va lui présenter ses amis. Claudia était plutôt solitaire, elle va trouver une sorte de petite famille. Elle va tomber un peu sous la coupe affective de Sabrina. Mais 2 ans plus tard, en 2013, les 2 filles ont complètement coupé les ponts et les écoutes n'apportent rien. Alors le 27 mai, en accord avec le parquet, les gendarmes décident d'utiliser la presse pour mettre un peu de pression. Le gros titre est clair, le corps dans la valise, identifié. L'info est reprise par l'agence France Presse. Et le soir même, à 22h14, le portable de Claudia sonne. Et on va avoir une communication téléphonique, une seule, d'un ami parisien qui lui demande en fin de journée « Est-ce que tu as lu la presse aujourd'hui ? Est-ce que tu as écouté les infos ? Est-ce que tu as vu ce qui se passe et tout ?» Il parle de la valise et il va lui dire surtout « Tu dis rien, tu fermes les volets, tu parles à personne et tu n'en parles pas à ton père. » Et ça raccroche. Alors là, évidemment, on se dit que vient faire le père de Claudia dans cette affaire ? Et il s'avère que le père de Claudia vit toujours à Lorient. Le père de Claudia serait-il aussi dans le coup ? Dès le lendemain, les gendarmes tombent sur le copain de Claudia, qui ne fait pas le mariole en garde à vue. Claudia, c'était sa meilleure copine au lycée. En 2012, elle allait très mal, et elle lui a fait une confidence. Au cours d'une crise d'angoisse, elle lui fait part du fait qu'elle a participé à un meurtre. Je ne l'ai pas cru du tout, ça devenait n'importe quoi, ça faisait mauvais film. Claudia lui a raconté que le meurtre a eu lieu à Paris, que la valise a été transportée en taxi à Lorient et qu'ensuite elle a été jetée à l'eau par le père de Claudia, à Lorient. Le copain explique que Claudia a toujours été un peu à part, excentrique, fragile. Il a cru qu'elle baratinait, jusqu'à la publication de l'article. Jamais les gendarmes n'ont été aussi près du but. Le 28 mai 2013, 2 ans après les faits, Claudia, son père et Sabrina sont placés en garde à vue. Et il va falloir qu'ils causent. Parce que des preuves, la juge n'en a toujours pas. Par chance, dans le cadre d'un crime en bande organisée, la garde à vue peut durer 96 heures au lieu de 48. Je suis en charge d'aller interpeller Sabrina à son domicile, à Agnières-sur-Seine. Je me présente à elle et je lui dis que je procéderai à son arrestation. Aucun signe de détresse, aucun signe de stress. Pas de mouvement de glotte, pas... Rien. Sabrina, c'est quelqu'un qui a un caractère très fort, quelqu'un qui est capable de verrouiller son cerveau et d'être insensible à tout ce qui se passe autour, quoi. On pense qu'intellectuellement, elle s'est formatée pour 96 heures de questions et elle sait que 96 heures plus tard, elle sortira. Effectivement, Farid Ouzane, elle le connaît, mais bon, il y a longtemps qu'il n'a pas donné signe de vie, donc elle l'a licencié. Quand on lui met sous le nez le fait qu'elle continue à payer ses loyers, oui, c'était des directives qu'elle avait eues de Farid Ouzane, et puis elle a dû vivre en concubinage avec lui à une époque, donc elle occupe l'appartement quand elle a besoin sur Paris, elle n'y voit aucun problème, quoi. La seule réponse qu'elle apportera, c'est non, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne veux pas répondre, je n'ai rien fait. Voilà, elle a un aplomb exceptionnel, comme j'en avais jamais vu, j'en reverrai peut-être jamais. Voilà, maintenant, je sais que ça existe. Coriace Sabrina, quand Claudia, elle, craque tout de suite. Les gendarmes savent qu'elle est fragile. C'est un binôme qui va l'interroger, un homme et une femme. Elle va prendre les feuilles que nous avons mis à sa disposition. Elle nous explique « J'ai besoin de canaliser ma pensée pour vous répondre au mieux ». Donc elle va commencer par écrire et en marge de cela, elle va faire un croquis du salon qui n'est autre que la scène de crime et elle part dans un long monologue. Le 20 juin 2011, Sabrina et elle ont pris un vol pour Agadir, une visite surprise. Et là, Sabrina a servi à Farid Ouzane une histoire cousue de mensonges. Sabrina alerte et fait peur à Farid Ouzane en disant qu'elles ont été placées en garde à vue, qu'elles ont été menottées, qu'il faut qu'ils rentrent rapidement pour régler le problème. Il ne comprend rien, Farid Ouzane, puisqu'il est protégé, donc il n'y a pas de raison qu'effectivement il y ait une descente au salon.
Il lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout ça et vérifier ton histoire. Ne me mens pas, ne me la fais pas à l'envers. » Sabrina et Claudia rentrent sur Paris. Donc là, nous sommes le 20 juin 2011. Et le lendemain, le 21 juin, en soirée, Michael se présente au salon. Claudia raconte qu'il rentre, il s'installe dans la pièce principale au bureau. Et à ce moment-là, il va y avoir une dispute concernant l'argent. Et le ton monte. Ils sont face à face, de part et d'autre du bureau. Claudia est debout à proximité d'eux. Et d'un seul coup, Sabrina jette violemment sa tasse de café au visage de Michael, qui est un peu sonné, surpris. Et là, les choses se passent très vite. Farid prend peur et veut partir. Il actionne le rideau métallique. Sabrina demande alors à Claudia d'aller lui chercher un bougeoir dans l'une des chambres. Sabrina lui prend des mains et frappe Michael derrière la tête, un coup violent. Le store métallique étant levé, Michael parvient à sortir en titubant, poursuivi par Sabrina. Claudia, sur le pas de la porte, nous dit « J'observe la scène, pour moi c'est surréaliste ce qui se passe ». Elle a réussi à le faire rentrer de nouveau dans le bureau, à faire en sorte qu'il s'assoie. Farid Ouzan saigne, il est groggy, livide. Sabrina lui demande alors de signer des papiers. Le proxénète obéit. Et à ce moment-là, Sabrina fait signe à Claudia en lui disant de venir près d'elle. Elle se saisit d'un câble d'ordinateur à proximité et d'un geste rapide entoure le cou de Michael. Elle tend l'une des extrémités du câble à Claudia, qui s'en saisit. Le câble se tend d'un coup sec. Claudia voit le visage de Michael et va se tourner vers le mur. Or, sur le mur, il y a un miroir. Et cette scène, Claudia la revit complètement à un tel point qu'elle va lier son discours à la gestuelle en tapant sur le mur et en nous disant « Je vois son visage dans le miroir, c'est insupportable pour moi, son visage est dans le miroir ». Claudia veut fuir la scène. Elle sort de la pièce en se couvrant un peu le regard et part se réfugier dans le couloir où elle s'assoit prostrée jusqu'à ce que Sabrina vienne la rejoindre un long moment après. La suite n'est pas forcément très claire parce que Claudia a été extrêmement marquée par cette scène et quand elle revoit Sabrina ensuite, Sabrina lui annonce qu'il doit être mort. Elle me dit « Je crois qu'il est mort. Tu crois que je devrais lui tailler les veines ?» Moi, je lui ai répondu « Pas de sang, pas de sang. » Donc la question est, que faire du corps ? La suite, Claudia s'en souvient mal. Elle se rappelle seulement que la sœur de Sabrina s'est pointée le lendemain au salon. Ses frères avaient refusé de l'aider à faire disparaître le corps. Sabrina voulait le découper et le dissoudre dans l'acide, mais elle y a renoncé. Les 3 filles sont allées acheter une valise près des Champs-Élysées. De retour au salon, c'est un trou noir pour Claudia. Elle ne se souvient plus si elle a participé ou non à la mise du corps dans la valise. Sabrina a commandé un taxi à qui elle a expliqué qu'elle se rendait à un salon d'antiquités à Lorient. Alors, attention à la valise. Elle est pleine de vaisselle. Elles ont roulé toute la nuit, une course à 800 € réglée en espèces. Le père de Claudia les attendait à l'aube, devant la gare. Et elle nous raconte qu'elle est partie seule, avec la valise, qu'elle est allée en taxi au port où était arrimé le bateau de son père, qu'elle a navigué aussi loin qu'elle a pu et qu'elle a jeté la valise à l'eau. Claudia couvre son père, mais en garde à vue, l'homme ne se débine pas. Il savait qu'un jour ou l'autre, les gendarmes arriveraient pour l'interpeller. Et pour lui, c'était un soulagement de pouvoir expliquer et s'expliquer. Ce qu'il dit, c'est que dès qu'il salue sa fille sur le parking de la gare, elle lui dit tout de suite qu'elles ont fait une grosse bêtise. Et très vite, sa fille lui dit que ce qu'il y a dans la valise, c'est le corps d'un homme. Et comme il va le dire, il a 2 choix à faire.
Soit il décide d'aller à la police et dénoncer les faits, et il prend le risque peut-être que sa fille parte en prison, ou soit il décide, comme elle le demande sa fille, de l'aider, et il va nous le dire, il va faire le mauvais choix, il prend la valise, il va déposer les filles à l'appartement, et lui va s'occuper d'aller faire disparaître la valise. C'est donc seul que le père de Claudia se rend au port de Kernevel, du côté de l'Armor Plage, là où est amarré le bateau de son ami. Ce matin-là, il devait aller poser des casiers en mer, mais à 8 heures, c'est avec une valise qu'il met le cap sur les Trois-Pierres. C'est pas un très bon navigateur, c'est pas un marin, c'est pas un pêcheur pro. Il va prendre la mer tout seul, et comme il a une habitude d'aller du côté de la petite mer de Gave, poser des casiers de pêche avec son copain, il décide d'aller par là, il se repère plus ou moins. Très vite, comme le temps est mauvais, il ne peut pas aller plus loin. Donc il leste la valise avec le boot qu'il trouve dans le bateau, les haltères qui servaient à lester des casiers. Il la jette à l'eau. Il s'aperçoit qu'elle ne coule pas et donc il donne 2 coups de couteau dedans pour que l'eau puisse rentrer dans la valise. Le père de Claudia ajoute qu'en rentrant à la maison, il a pris les filles dans ses bras et leur a dit qu'il ne voulait plus jamais entendre parler de cette valise. Les filles ont repris le train le jour même pour Paris, comme si de rien n'était. Mais Claudia a très vite craqué. Fin août, elle a quitté le salon. Et elle va être internée en milieu psychiatrique quelques mois plus tard. Son père va venir la voir parce qu'elle délire, tout le monde pense qu'elle délire à ce moment-là. Le crime va, je dirais, diffuser dans la tête de Claudia au point qu'elle va en devenir folle. Le 1er juin 2013, 23 mois après la découverte de la valise, la juge peut enfin mettre en examen les auteurs du crime. Claudia et Sabrina pour assassinat, enlèvement et séquestration, et le père pour recel de cadavres. Le 7 août, Claudia est la première à comparaître devant la juge. Je me suis posé la question de savoir si elle voulait pas faire de la stratégie pour atténuer sa responsabilité, mais en l'interrogeant, j'ai estimé que c'était pas de cet ordre-là. Claudia, elle nous raconte une histoire qu'elle qualifie elle-même de surréaliste. Pour autant, ça correspond avec les constatations qu'on a effectuées dans le cadre de l'enquête. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'elle ne se contente pas de dire que Sabrina a tué Farid Ouzane. Elle dit aussi qu'elle a participé dans une moindre mesure. Et par là même, elle encourt aussi une peine d'emprisonnement. Claudia a beaucoup parlé, mais il y a encore des trous dans son récit. Pendant le crime, après le crime, la juge compte sur Sabrina pour compléter cette histoire de chandelier dans le salon de massage. Mais la demoiselle ne se prête pas au jeu. Moi, mon travail, c'est de lui demander si elle n'était pas là au moment des faits, où est-ce qu'elle était. Elle dit qu'elle n'était pas au salon, mais elle ne peut pas dire exactement où elle était. Elle dit qu'il y a d'autres personnes qui sont susceptibles d'en vouloir à Farid Ouzane, mais pour autant, elle nous donne des éléments qui sont très flous. Elle répond aux questions, mais elle réfute toute implication. Et ce voyage express à Agadir le 19 juin, un piège pour faire revenir Ouzane à Paris ? C'est important pour moi dans le sens où ça peut établir ou pas la préméditation. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a fait cet aller-retour parce qu'elle a reçu au salon la visite d'individus qui cherchaient Farid Ouzane parce que ce dernier serait redevable d'une dette de jeu. La garde à vue à la BRP, c'est une idée de Claudia. Claudia que Sabrina traite de folle. La juge confronte donc les deux femmes le 16 mai 2014 pour mieux comprendre la nature de leur relation. Claudia décrit des conditions de travail très très difficiles. Elle restait au salon 7 jours sur 7. Quand bien même elle était malade, fatiguée ou autre, elle évoque 10 à 15 prestations par jour, entre 11h du matin et 23h le soir. Docile ?
ou sous emprise la petite Bretonne. Claudia va tout de suite être impressionnée par la façon dont Sabrina est sûre d'elle, la façon avec laquelle elle vit dans ce milieu. Manifestement, Sabrina avait pris une place très très importante dans la vie de Claudia. Claudia demandait toujours à Sabrina ce qu'il fallait qu'elle fasse. Ça allait loin, hein. Ça veut dire que Sabrina choisissait les coiffures de Claudia, Sabrina choisissait ses vêtements, choisissait ses sorties. Sabrina a fini par isoler Claudia, qui ne rentrait même plus dans son appartement le soir après le travail, qui vivait au salon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui n'avait plus qu'elle comme relation. Dominique, que disent les experts psychologues et psychiatres de l'emprise que Sabrina aurait exercée sur Claudia? L'emprise de Sabrina sur Claudia, elle est immédiate à travers une intelligence sociale des situations de Sabrina. En fait, pour elle, les experts parlent d'une forme de personnalité narcissique qui instrumentalise aisément son entourage. Sabrina, c'est une personne qui est en permanence dans le contrôle émotionnel et relationnel. Elle maîtrise son propos, elle délivre des récits construits, programmés. Une contre-expertise va être demandée par la défense de Sabrina, qui lui est plutôt favorable, parce que la contre-expertise parle d'une femme qui ne présente ni trouble, ni pathologie, avec une personnalité qui s'inscrit dans la normalité, aucun trouble grave de la personnalité. Et Claudia, elle a dû être internée après le crime. Elle était particulièrement vulnérable? Alors, les experts parlent d'une personnalité à la structuration faible, en état de dépendance. Elle est décrite comme une personne névrotique, peu en capacité de faire emprise sur un tiers. Selon les experts, elle est l'opposé de Sabrina. Et si elle l'admire autant, c'est parce qu'elle aimerait lui ressembler. Elle est devant elle en état de quasi-sidération. Le 1er juillet 2014, le magistrat, les avocats, les légistes, les accusés, tout le monde se retrouve au salon de la rue Moncey pour vérifier si les déclarations de Claudia sont compatibles avec les constatations des enquêteurs. La reconstitution va durer 2 jours et presque 2 nuits. Et Sabrina va refuser en grande partie de participer à la reconstitution. Elle est présente. Claudia est présente aussi. La particularité des déclarations de Claudia, c'est que, comme par hasard, dès qu'on s'approche des moments cruciaux, Claudia va avoir un joker fantastique. C'est l'amnésie. C'est-à-dire qu'elle va être capable de décrire ce qui se passe pendant 10 minutes de manière extrêmement précise, en indiquant comment Farid Ouzane est assis, comment il se lève, à quel moment il passe sous le rideau métallique, presque dans quelle main se trouve le chandelier saisi par Sabrina. Et puis après, quand on lui pose une question précise, là, je ne me souviens plus. Trou noir, je ne m'en rappelle plus. Claudia accepte pourtant de se mettre en scène, de rejouer à peu près la pièce, avec la valise, avec le câble de l'imprimante, pour décrire la strangulation. Mais pour la défense de Sabrina, ça ne colle pas. Le masque facial, par exemple, ce masque de scotch qui aurait provoqué la mort de Farid Ouzane, Claudia n'en a même pas parlé. L'autre incohérence manifeste, elle tient là encore aux conclusions des médecins légistes. D'une part, pas de traces d'étranglement par un câble électrique. D'autre part, des traces de contusion, des traces d'hématome, évocateurs d'une lutte, pouvant expliquer la présence d'une pluralité d'auteurs dans les coups portés. Mais enfin, est-ce que c'est la scène décrite par Claudia? Pas du tout. Si je suis les déclarations de Claudia, c'est Sabrina qui, avec ses petites mains et ses 50 kilos, arrive à elle seule à venir à bout de la résistance de Farid Ouzane. Là encore, ça ne cadre pas. Des trous, des passages à vide, que la juge, moins sévère, met sur le compte d'un traumatisme.
La difficulté, c'est qu'il y a certains moments où, pour elle, la charge émotionnelle est telle qu'elle a du mal à se remémorer les faits de façon précise, ce qui peut tout à fait s'expliquer par le choc et la violence des faits. C'est la fin de l'instruction. La juge fait une différence entre les deux suspectes. Sabrina est renvoyée aux assises pour meurtre, Claudia pour complicité de meurtre. Quant au père de Claudia, il est accusé de recel de cadavres. La juge n'a donc pas retenu la préméditation. Mais l'enjeu du procès reste énorme pour les deux accusés. Notamment Sabrina, qui n'a jamais reconnu le crime dont la justice et Claudia l'accusent. Quand elle entre dans la cour d'assises du Morbihan, c'est bien pour sauver sa tête, elle est innocente, et Claudia, elle est folle. Plus de 5 ans après les faits, Sabrina et Claudia prennent place dans le box à bonne distance l'une de l'autre. Elles encourent en théorie 30 ans. Assis entre les deux filles, le père de Claudia, jugé pour recel de cadavres, risque lui 2 ans. C'est un procès très lourd pour Claudia. C'est-à-dire que la première raison qui fait que Claudia est extrêmement mal à l'aise et très angoissée à ce procès, c'est qu'elle a son père à côté d'elle dans le box des accusés. Et en fait, Claudia ne se remet pas d'avoir impliqué son père dans cette affaire criminelle sordide. Et donc à l'audience, elles vont se présenter exactement comme elles étaient pendant toute l'instruction. C'est-à-dire que Sabrina se présente, je caricature, mais comme la tombe, le caïd, c'est-à-dire j'ai rien fait, moi je suis innocente, c'est à vous de prouver ma culpabilité, j'ai rien à vous dire. C'est peut-être un règlement de compte du milieu, c'est peut-être un vol qui a mal tourné, moi j'en sais rien, en tout cas j'y suis pour rien. À un moment donné, elle soutiendra même que Farid Ouzane n'est pas mort mais qu'il a disparu. Donc en fait, il y a plusieurs hypothèses qui sont contradictoires, qui ne sont pas étayées, qui ne vont pas favoriser le crédit de Sabrina. Sabrina continue de clamer son innocence, alors que Claudia réitère ses aveux. De bout en bout, elle maîtrise le récit du crime, choisit la lumière, éclaire certaines scènes, en floute d'autres. Je ne sais pas si elle a tout dit, je ne sais pas si elle a été honnête surtout, mais sa version des faits, elle est crédible, elle dit les choses, il y a l'accent de la sincérité. Au deuxième jour du procès, les témoins se succèdent à la barre. La famille de Claudia, ses amis, et ceux de Sabrina. 2 mondes. On va avoir la rencontre d'une famille de l'Orient. Ce monde, je dirais, de la France provinciale, très réservé. Et à côté de ça, on a des personnages à la limite du clownesque pour certains d'entre eux, très vulgaires, très gouailleurs, très pigales. On avait l'impression d'être un peu dans un mauvais film ou dans une mauvaise série télévisée dans laquelle les uns et les autres avaient des drôles de surnoms. Je me souviens par exemple que l'un des amis de Claudia était surnommé Dracula et on avait l'impression d'être plongé dans le milieu des grandeurs et décadences de la prostitution et des nuits glauques parisiennes. Vous avez des témoins qui, j'allais dire, ont des profils et des parcours qui peut-être pourraient facilement les faire passer du rang de témoins au banc des accusés. Mais là encore, on n'a pas été extrêmement curieux. Au 3e jour du procès, c'est la victime, Farid Ouzane, qui est sur la sellette. Les enquêteurs et les hommes de la BRP sont appelés à la barre. La défense joue à fond sa carte maîtresse, la personnalité sulfureuse du mort. C'est quelqu'un quand même qui est proxénète, c'est quelqu'un qui abuse largement des jeunes filles qui sont dans le salon, et notamment de Claudia, qui fait mener une vie d'enfer. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un rôle extrêmement noir. Il est évident que ça va jouer sur la manière dont la cour d'assises et les jurés vont appréhender le dossier et appréhender aussi les 2 accusés. Très clairement, c'est la victime qui va être la victime parfaite pour le procès, mais qui va aussi être probablement la victime du procès lui-même, parce qu'on sait en arrivant à l'audience que le sport va être de taper le plus fort possible sur Farid Ouzane. Il est mort, il risque pas de se défendre. On avait le sentiment que, au fond, c'était pas si grave d'avoir tué un souteneur.
Le manque de respect dû à la mémoire des morts était tel qu'on a quitté la salle d'audience avec mon associé en disant très bien, dans ces conditions, puisqu'on ne veut pas nous écouter, puisqu'on ne veut pas entendre ce que la famille de la victime a à dire au procès pénal de ceux qui l'ont tué, et dans ces conditions, aujourd'hui, on n'a plus rien à vous dire. Quand le procès revient enfin sur les accusés, les deux femmes se renvoient la balle. Claudia assume et accuse, elle ne peut plus vivre avec ce poids sur la conscience. Son avocat essaie de limiter la casse en rappelant que c'est Sabrina qui a continué à faire vivre administrativement Farid Ouzane. Sa cliente, elle, n'a tiré aucun bénéfice du crime. Sabrina décrit Farid Ouzane comme étant le diable. Et vraiment, elle décrit un homme qui est pire que tout. Elle oublie qu'elle s'est beaucoup enrichie. De son côté, l'avocat de Sabrina fait raille dure. Il rappelle que l'autopsie a relevé des hématomes sur le corps du souteneur. Il martèle que l'instruction a négligé la piste d'un règlement de compte du grand banditisme. Quand on sait qu'il est mort par suffocation, par apposement d'un masque facial qui l'a empêché de respirer, eh bien, on est bien davantage dans des scènes qui rappelaient des vengeances de cartels sud-américains. C'était davantage ça que une petite Bretonne et une petite banlieusarde qui s'en prendraient à un homme comme Farid Ouzane. Au 6e jour du procès, l'avocat général se lève. Dans un réquisitoire implacable d'1h30, il écarte les pistes fantaisistes de Sabrina et s'appuie sur les déclarations incomplètes mais fiables de Claudia. L'avocat général va considérer que sans Claudia, en définitive, on n'aurait pas su ce qui s'était vraiment passé. Et donc, la cour d'assises va acquérir la conviction que Claudia dit la vérité, que grâce à elle, on peut effectivement mettre un nom et des mots sur ce crime et permettre de la condamner et de condamner Sabrina. Et l'avocat général fait preuve d'une étonnante clémence en demandant 12 ans de réclusion pour Sabrina, 6 pour Claudia. Je pense que si la décision est prise de cela, c'est parce que Farid Ouzane se montre de plus en plus violent, exigeant en termes de rémunération, il en veut toujours plus. Donc il y a ça, il y a leur histoire aussi à ces deux accusés, leur histoire qui fait que j'ai considéré qu'il y avait des explications, des phénomènes qui ont pu pousser à l'acte, et puis en faisant le pari que elles ont vraiment dérapé gravement à une période de leur vie, mais qu'on ne les reverra plus. L'avocat général requiert 1 an pour le père de Claudia. Ici, on s'est tous posé la question, et si un jour notre enfant débarque en disant « j'ai été agressé, je me suis défendu, il est mort, je ne sais pas quoi faire », on a tous pensé quelle réaction on aurait. C'est sûr, le père de Claudia a fait le mauvais choix. Sauf que je crois que tout le monde a pu comprendre comment il a pu en arriver là, en fait. Vient le moment de défendre chaque accusé. On va plaider, bien évidemment, essentiellement sur la personnalité et la vie de Claudia. Sa vie d'avant, sa vie de jeune fille bretonne, et puis sur sa vie d'après, sa vie à Paris, le calvaire qu'elle vit dans ce salon de massage, le calvaire encore pire qu'elle vit après le crime, parce qu'elle ne s'en remet pas. Et puis elle a vécu des choses qui font qu'elle est déjà très très largement punie en réalité, et que sa vie en prison fait qu'il y a des espoirs. La défense de Sabrina, ça a été de mettre en lumière tous les doutes, toutes les zones d'ombre, toutes les questions en suspens, toutes les incohérences de la version finale retenue par l'accusation. Audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Au terme d'un délibéré qui dure plus de 4 heures, le verdict tombe. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général. 6 ans d'emprisonnement pour une complicité de meurtre, c'est quand même rare, voire très rare. C'est exceptionnel. Donc Claudia est très soulagée et elle sait qu'avec cette peine, en principe, elle doit quitter le centre pénitentiaire des femmes de Rennes rapidement. Le corps secoué par quelques sanglots, Sabrina craque pour la première fois. Sabrina a fait appel de la décision. Elle a été jugée seule par la cour d'assises de Saint-Brieuc en novembre 2018. Peine confirmée, 12 ans.